Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le stream du Permacodeur. On avait fait un sujet très technique et ce soir on va faire un sujet beaucoup moins technique. C'est un article LinkedIn que j'ai lu plusieurs fois d'affilée parce que ça permet de poser des mots sur un certain nombre de choses et ça va me permettre de rebondir, je pense, sur d'autres sujets. Et donc ce soir, mesdames et messieurs, je vous propose de discuter du manufacturing, la recette secrète de la Silicon Valley. Donc c'est un article LinkedIn qui a été écrit par Vincent L'extrait, j'espère que je prononce bien, et c'est un article francophone et je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'histoire, mais j'essaye de trouver des articles francophones, donc n'hésitez pas à m'envoyer des articles francophones. Donc, l'objet de ce document est de combler pour la première fois une immense lacune. Je vais essayer d'expliquer la manière dont les sociétés de logiciels opèrent. Ici, là où je vis dans la Silicon Valley. Donc on va parler un petit peu de la différence entre le mode de fonctionnement US et les conséquences que ça a. Sachant que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau de la tech, ils sont quand même assez bien placés, les US. Un certain nombre de raisons qu'on va discuter. Et l'une de ces raisons, c'est ce terme de manufacturing. Ce mode de fonctionnement, donc celui de la Silicon Valley, est largement ignoré en France. C'est un article de juillet 2025, donc on peut dire que c'est encore le cas aujourd'hui. Il est tellement ignoré que ce document laissera probablement le lecteur français dans l'incrédulité. J'aime bien quand ça gratte. Je donnerai des preuves de ce que j'avance. Il est urgent que les managers, les entrepreneurs, les investisseurs, les décideurs, les vulgarisateurs, les éducateurs et les praticiens français du logiciel réalisent le fossé qui a commencé à se creuser il y a bien des décennies, et qui explique en grande partie la domination américaine dans les métiers du logiciel. Il n'est pas trop tard. Je nuance tout de suite en disant on va parler tech américaine, tech française. On n'adressera pas les sujets de tech asiatique, de tech africaine, de tech d'autres endroits. Vous avez compris quoi. Bien entendu, ce que je vais décrire est populaire aussi en dehors de la Silicon Valley, mais cela reste essentiellement cantonné aux États-Unis et c'est parti d'ici. Et même dans la Silicon Valley, il y a quelques différences, par exemple entre Salesforce, Yelp ou même Square d'un côté et Google et Meta de l'autre. En substance, dans la Silicon Valley, plus l'orientation d'une société est en direction des applications dites business, plus elle se démarque des pratiques standards locales. Il n'y a aucune raison qui justifie cette différence. C'est simplement que le monde des applications enterprise, donc corporate, a toujours été plus conventionnel que le reste. Et c'est vrai, les applications corporate, je pense notamment à Salesforce, que je connais un peu mieux puisque j'ai bossé dans le monde des ERP, la bureaucratie quoi. Il évolue beaucoup plus lentement. Attirer du talent est aussi beaucoup plus difficile et requiert infiniment plus de travail, ce qui décourage la plupart et les fait verser dans la facilité, et donc de rester dans le conservatisme corporate. J'ai longtemps espéré que quelqu'un passe du temps à expliquer les détails du précipice de différence que je constatais entre par exemple Google et Meta d'un côté et la manière dont le reste du monde opère. Cette explication n'est jamais venue. Je n'y vois pas une volonté maligne de la part des sociétés de technologie californiennes de dissimuler quoi que ce soit. J'y vois plutôt un manque total de curiosité de la part du reste du monde et une certitude bien établie en Europe que rien ne saurait ébranler l'organisation surannée du travail de production de logiciels tel que nous l'avons mis en place. Ça, je suis absolument 100% et totalement d'accord. De toute façon, c'est le rasoir de Hanlon, c'est entre l'incompétence et puis la malhonnêteté, toujours choisir l'incompétence comme explication à un phénomène. Très peu de gens sont vraiment vilains en fait. Par contre, il y a une grande quantité qui est du moins pas forcément totalement incompétente, mais qui n'est pas compétente sur le sujet qui nous intéresse. De toute façon, le précipice de différence, on le voit. Je veux dire, on parle bien de GAFAM. Et si on parle de GAFAM, il y a une raison. C'est les GAFAM. C'est, voilà, on ne mentionne pas, je sais pas, dans les GAFAM, on ne mentionne pas Capgemini. On ne mentionne pas Atos. On ne mentionne pas, oui, je fais exprès de prendre des boîtes qui font rager. Voilà, on ne mentionne pas ces boîtes-là, alors que pourtant, c'est des boîtes qui, en Europe et en particulier en France, c'est des boîtes qui pèsent des milliards d'euros. Et pourtant, il y a un gap, parce que au-dessus de tout ça, il y a Google, Meta, Amazon, etc., Microsoft. Alors que pourtant, on pourrait se dire, même une boîte comme Microsoft, qui est un peu corporate, historique, etc., non, ils sont dans une phase de renouvellement. Et donc, il y a un autre sujet derrière ça, le fait que les mots sont importants. Avoir des mots pour qualifier des situations et des sentiments, des raisonnements, etc., c'est extrêmement important. C'est pour ça que j'ai fait ma conf sur les métalois, c'est pour mettre des mots sur des douleurs qu'on n'arrive pas à expliquer dans le monde du logiciel. La loi de Conway, le principe de Chesterton, le principe de Cherki, enfin voilà, c'est des choses qui existent et que j'ai partagées pour dire oui, voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas tout seul. Tant qu'on n'a pas d'explication avec des mots à un phénomène, on n'est pas capable de le conceptualiser. Si vous avez un truc à retenir de mes vidéos, c'est ça. C'est pour ça que quand j'ai vu ce mot de manufacturing, c'est un peu comme le permacomputing, permacommodeur, et quand j'avais fait cette vidéo-là, c'est histoire de mettre des mots sur des concepts. Sinon, on ne peut pas les conceptualiser. C'est important. Alors, un symptôme troublant de cette ignorance est qu'aucun nom n'a été donné aux pratiques de la Silicon Valley, même ici. Alexandre Grothendieck, j'espère que je prononce bien, probablement le plus grand mathématicien du XXe siècle,
a fondé une grande partie de sa carrière sur l'idée qu'il faut nommer les choses pour commencer à les entrevoir. Et cette phrase-là qui fait qu'il est allé dans mes bookmarks, cet article. Ce principe est même ancré dans la culture judéo-chrétienne. La Bible elle-même, dans la Genèse, décrit que Dieu, on apprend aussi des choses, commence par nommer les éléments de la création. Le premier jour, il nomme la lumière et les ténèbres. Un autre jour, il nomme le ciel, la terre et les eaux. Il donne des noms aux étoiles. Plus tard, Adam reçoit la tâche de nommer les animaux. C'est vrai que complètement zappé cette histoire. Cet acte de nommer est le premier pas vers la capacité à envisager quelque chose. Voilà, on conceptualise grâce aux mots. C'est ça qui est important. Et donc, en l'absence d'un nom, avec une certaine arrogance, j'ai donc nommé les pratiques de la Silicon Valley manufacturing. J'aime bien ce mot. C'est un mot porte-manteau, bien évidemment. On va le décrypter ensemble. Mais j'aime bien comment il sonne. C'est un néologisme, un jeu de mots pour démarquer cette culture de celle dont nous avons hérité depuis Adam Smith, le manufacturing. Là, vous commencez à voir l'opposition des termes. Le mot manufacturing, qui n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, le pauvre, qui est bien assez occupé comme ça ces derniers temps, signifie fait avec les mains. Si vous avez fait un peu de latin, comme moi. Le logiciel, lui, est fait avec l'intellect, même si un clavier et parfois une souris sont impliqués, rarement dans mon cas, sont impliqués. D'où le préfixe manteau. Manteau, le mental, l'esprit, mens, etc. Ok. Donc pour les lecteurs curieux, j'ai déjà témoigné verbalement de la différence générale entre les deux. Une vidéo en français est disponible, que je vous recommande d'ailleurs. Un document allant dans les détails les plus minutieux et arides est également disponible en anglais. On va s'épargner ça. Mais le sujet ici n'est pas la différence générale entre les deux approches de l'organisation du travail. Ce n'est même pas de dire que l'organisation manufacturière est la pire organisation possible pour livrer du logiciel. C'est le cas, mais ce n'est pas le sujet. Oui. L'objet de ce document est simplement de fournir des faits incontestables et frappants sur ces différences dans le monde du logiciel, qui est l'équivalent de la fabrique d'épingles qu'Adam Smith prenait en exemple dans sa richesse des nations, en 1776, à ceci près que le logiciel, lui, mange le monde. L'idée, ça va être de comparer la partie manufacturing qui est décrite un peu par Adam Smith, que vous avez peut-être connu avec le taylorisme notamment, enfin voilà, cette manière de faire, d'ordonnancer les choses, et le manufacturing, là, vous connaissez le même. Et on a beau dire qu'on n'a plus besoin de dev, je rigole doucement. Alors, comment ai-je identifié ces différences moi-même? J'ai constaté le fossé atlantique entre les pratiques de la Silicon Valley et de l'Europe très tôt dans les années 90, grâce à la société française qui m'employait E-Log, inconnu au bataillon. D'abord, E-Log s'inspirait de cette culture avec des fondateurs qui avaient été exposés à la façon dont les USA traitaient le logiciel. Peut-être que je reparlerai de Bourdieu. Mais j'avais aussi l'opportunité de passer du temps sur place ici au United States of America. Je laisse un peu de place pour l'oiseau, vous savez. Depuis, j'ai immigré aux États-Unis et je me suis installé dans l'épicentre de cette révolution silencieuse, la Bay Area, une appellation qui englobe la Silicon Valley. Ici, bon nombre de praticiens du logiciel qui ont démarré leur carrière chez Google ou Meta seraient eux-mêmes sidérés d'entendre comment le logiciel est produit ailleurs. Beaucoup n'ont jamais connu autre chose que le manufacturing. Une organisation manufacturière est inconcevable. Intéressant ça. Parce que oui, depuis le 2001, on va être gentil, l'iPhone en 2007. En 2025, en fait, on en est déjà au stade où déjà l'iPhone est majeur pour nous. Et surtout, il y a tout un tas de gens qui sont nés, qui ont grandi aux États-Unis, dans ces milieux-là, et qui n'ont connu que les méthodes de faire des GAFAM. Donc même la mémoire qu'auraient pu avoir les anciennes manières de faire qui sont héritées de IBM, de Bell Labs, etc. Ça n'existe plus. Puis même ceux qui avaient 10 ans en 98, enfin voilà, vous voyez, maintenant ils en ont 35, ils sont quasiment managers, sinon staff engineer, etc. Donc la caractéristique première de la différence est, dans l'organisation manufacturière, la non-séparation entre penser et faire. Cette séparation est caractéristique du manufacturing. Cette différence a été identifiée dès 1975 par Alfred Brooks dans l'excellent, l'extraordinaire, l'absolument légendaire Mythe du moi homme. Si vous n'avez pas lu le Mythe du moi homme d'Alfred Brooks, qui en est à sa 6e édition, je pense, c'est le bouquin qui, par exemple, a coined, qui a créé le terme, l'adage « On ne fait pas faire à 9 femmes enceintes un bébé en un mois ». C'est un bouquin dont la moitié traite de ce sujet-là. Si vous détestez les estimations, vous allez adorer ce bouquin. Il disait déjà, les penseurs sont rares, les faiseurs sont plus rares, et les penseurs-faiseurs sont les plus rares de tous. Cette déclaration tranche complètement avec le manufacturing, où le penseur est séparé du faiseur, qui se contente d'exécuter. Là, normalement, si vous travaillez dans le logiciel, j'ai envie de dire francophone, européen, etc., là, vous devriez déjà être en train de lever la tête et de vous dire ouais, pourquoi? Ça devrait vous faire penser à pas mal de choses et de process qu'on fait. Steve Jobs, en 1995, rappelait ce principe. Les faiseurs sont les penseurs principaux. Dave Cutler aime à le rappeler aussi. La culture américaine, avec son pragmatisme, était propice à adopter cette inflexion.
apprendre en faisant et apprendre des échecs sont des valeurs fondatrices ici. Limite presque faire avant de penser. Mais on ne peut pas penser sans faire. On ne peut pas conceptualiser sans nommer. On ne peut pas penser sans faire. Et a priori, faire sans penser, ce qui a l'air d'être la manière de procéder partout autour de nous, j'ai envie de dire, en France, et puis aussi probablement en Europe, de ce que je lis. Voilà. N'hésitez pas à me contredire si vous êtes en Europe et que ça n'est pas comme ça que ça se passe chez vous. Et donc, on va parler de ça ce soir. Un des principes appliqués par Google dans toutes ces initiatives est le faiseur décide. C'est exactement ce que Brooks et Jobs expliquaient. Cela signifie qu'on ne sépare pas penser et faire. Celui qui fait est celui qui a les éléments pour décider, car c'est faire qui est difficile et qui amène la connaissance pour décider. Je contextualiserai peut-être un peu par la suite avec justement la révolution des IA et des LLM. Être séparé de faire coupe de cela, y compris si on a une longue expérience passée de faire. Le jugement se dégrade très vite et on raisonne au rythme des modes au lieu de raisonner. Si ça résonne avec vous, c'est normal. Il n'y a donc pas de surprise que structurellement, c'est-à-dire dans la définition des rôles mentaux-facturiers, aucun pouvoir de décision technique n'est mis entre les mains des non-praticiens. Personne n'arrive en disant « Ouais, non, mais là, ce ticket technique, je ne le vois pas vraiment dans le sprint, etc. » Cette personne-là, en fait, on lui dit de ne parler ou alors de sortir de la pièce. Et quand on parle de praticiens, on ne parle pas de gens qui s'amusent avec de la technologie et qui la pratiquent comme un hobby par plaisir. On parle de gens qui écrivent du code, qui participent à un logiciel qui est diffusé à de vrais utilisateurs. On parle de gens qui écrivent du code, qui participent à un logiciel qui est diffusé à de vrais utilisateurs et utilisatrices. Eh oui, des gens qui ont les mains dans le cambouis. Pas de rôle de CTO dans le manufacturing. Je vais le redire lentement, parce que CTO, c'est Chief Technical Officer. Donc c'est en anglais. Donc si c'est en anglais, c'est forcément sérieux, n'est-ce pas? On voit tout un tas de C-level, Chief Marketing Officer, Chief, forcément CEO, CFO, maintenant on a même des CHO pour happiness. Vous vous rendez compte, le happiness nécessite un C-level. Ouais, mais non, en fait, il n'y a pas de rôle de CTO dans le manufacturing. Et là, vous faites, ok, Google a des leaders techniques. C'est pas la même chose. Chief Technical Officer et leader technique, ça n'est pas la même chose. Parce que les leaders techniques, ils font quoi? Ils écrivent du code. Alors, ils écrivaient peut-être du code avant les LLM, mais en tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils produisent du code. On va dire ça comme ça. Presque tous les jours. Ce code part en production. Ces gens sont en charge des décisions ultimes. Ok ? Ils ne sont pas les seuls décideurs, bien évidemment. Les autres faiseurs, penseurs, etc., prennent des décisions aussi, évidemment. C'est l'intelligence collective des faiseurs qui prime. Google a inventé le communisme. Drop de mic. Non, bien évidemment. C'est cette espèce de hive mind du débat technique qui fait qu'on avance. C'est pas du top-down, c'est pas du pyramidal, c'est pas du patriarcal. Vous désirez faire partie du tout petit groupe d'élus qui sont super utilisateurs pour valider des changements de code urgents? Vous devez être un praticien pour cela. Qui plus est, cette prérogative ne peut pas être conférée par le management. Il ne dispose même pas d'une voix. Le management ne dispose même pas d'une voix. Elle n'est obtenue que par un vote de confiance des autres praticiens. Ce qui est pas très éloigné, et c'est d'ailleurs pour ça que cette pratique s'est répandue comme une traînée de poudre, c'est l'open source. C'est pas totalement méritocratique non plus, ça n'est pas totalement exempt de tous les biais qu'il peut y avoir dans les groupes sociaux. On le voit notamment avec tous les conflits qui tournent autour de la politique, des codes of conduct, vous voyez très bien de quoi je parle, etc. Non, je n'utiliserai pas le mot en W. Mais au-delà de ça, parce que les humains restent des créatures sociales, il reste que la technique reste un élément déterminant. Donc on va arriver au point en fait, j'ai souri au fur et à mesure en lisant l'article, vous comprenez un peu pourquoi. Aucune présence des méthodes agiles avec ce satané A majuscule dans Manufacturing. On ne traite pas les développeurs comme des rameurs dans une galère. Personne ne produit en cadence au rythme d'un batteur de tambour. Ce qui est, et ça aussi, conceptualiser, dire, et puis en plus, moi je suis un pirate, donc normalement les galères je devrais connaître, mais c'est ça, les méthodes agiles, c'est ça Scrum. Toum, 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 toum. Sprint, 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 sprint. C'est ça, les méthodes agiles. Et vous avez vos rituels, vous avez vos machins, tout ça, ça cadence. Voilà, on revient souvent là-dessus. Je vois ça avec Safe. Safe, on a des release train engineer. On parle de train de feature. Tout. Avec cette manière de penser qui est mentalité, effectivement, du manufacturing, de la manufacture, des usines avec les trucs qui sont comme ça et qui cadencent. Et à la fin, vous entendez t'as le droit d'aller manger. On y retourne.
Même pas de base de données de demande de changement, d'estimation des coûts et de relèvement des compteurs par des administrateurs diligents prêts à distribuer des coups de baguette ou à aiguillonner. Combien de fois vous vous êtes battu sur les story points d'un ticket du poker planning? Il n'y a ni contremaître ni tâcheron. Frédéric Taylor doit se retourner dans sa tombe. Frédéric Taylor qui est donc la création du taylorisme. Les gens intelligents s'organisent par eux-mêmes, disait Steve Jobs. C'est le cas y compris lorsqu'ils sont des centaines sur le même produit. Là, je suis peut-être un peu plus... Après, on va dire que empiriquement, le Apple de Steve Jobs, en tout cas, j'imagine chez Google, Facebook, etc., l'a probablement prouvé, mais c'est vrai que je suis assez curieux, mais j'ai pas de recul puisque j'ai pas travaillé dans les GAFAM, mais lui, il a l'air d'avoir bossé chez les GAFAM. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des infos là-dessus en termes de méthode d'organisation chez eux, mais j'ai vraiment du mal des fois à me dire, c'est un peu en contrepoint de ce que je dis, à voir comment en fait ils sont capables de scale up sur ce genre de choses. Après, ok, ils ont plein de gens intelligents, etc. Mais après, ils ont des gens intelligents qui vont être... on parle de drama queen des fois. Vous voyez, il y a les égos des fois qui gèrent. Donc, pas totalement méritocratique non plus. Faut pas me la faire. Hein. Moi aussi, j'ai vu la série Silicon Valley. C'est pas forcément un documentaire, mais bon. Mantofacturing n'offre qu'un contrôle très limité aux managers pour le recrutement. Ce sont des comités techniques avec des praticiens qui recrutent des développeurs. Un manager qui possède un budget ne peut que choisir des candidats dans une liste de gens pré-recrutés par l'entreprise. Au moins, en tout cas, des procédures de recrutement technique. Et c'est vrai que de plus en plus, je vois des entretiens de recrutement technique qui sont faits par les pairs. C'est ce que je faisais précédemment. Et c'est cool, c'est vraiment cool, parce que limite, tu discutes déjà avec tes prochains collègues. Et moi, j'ai vu cette sensation-là, de discuter avec des gens. Le niveau de discutant, à un moment donné, c'était plus... On était en train de déconner pendant qu'on parlait de l'architecture, c'était cool quoi, il n'y avait pas de stress. Cela garantit qu'aucun manager ne sera tenté d'abaisser la barre de recrutement pour satisfaire son budget et incidemment ne pas le perdre. Les nouvelles recrues ont liberté complète de refuser une offre d'un manager. Ça c'est ouf quand même. Les managers sont en compétition, s'ils n'arrivent pas à convaincre de nouvelles recrues à les rejoindre, ils peuvent perdre leur budget. Donc ça veut dire qu'ils doivent fournir un écosystème d'une manière générale de fonctionnement qui font que des nouvelles recrues les rejoignent, parce que leur but c'est d'arriver à recruter et donc d'arriver à convaincre les gens qui font le vrai recrutement, j'ai envie de dire, donc les gens de la technique, les praticiens comme ils disent, et les praticiennes, de faire les entretiens techniques, parce que sinon, s'ils perdent trop souvent leur budget, ils sont dégradés et redeviennent contributeurs individuels. On leur demande écoute non, si d'un point de vue management ça va pas, tu retournes au charbon, hein. Si tu retournes au charbon et que ça va pas, dégage. Il y a ça aussi, chez les GAFAM. Une discussion entre pairs, ça a bien plus de valeur qu'un coding game. Tout à fait. Ouais. Et puis, coding game au sens là, c'est les projets, les trucs qu'on donne à faire chez toi. Dis code-moi un truc, là, pendant 40 minutes, pendant que moi, je suis en train de lire mes mails. Non. Un vrai échange, quoi. Voilà, il y a cette problématique. Comment tu la gères? Voilà. Oui, bien sûr, on est d'accord. Et ça, on le voit, ils sont paumés en France. Ils sont paumés. Il y a des exceptions en termes de recrutement. Tu tombes des fois sur des trucs, mais ils sont paumés. Le nombre de fois que je vois passer sur Twitter. Alors, c'est pas pour bâcher les gens. Encore une fois, on bâche les pratiques. On est impitoyable avec le code et on est adorable avec les gens, bien sûr. Mantofacturing n'abaisse jamais la barre de recrutement. Cela a probablement été violé pour la première fois pendant le Covid. Bon, je reviendrai pas sur le Covid. A priori, il y en a un autre qui arrive. Donc, on en reparlera quand il y a Covid-2, le retour qui reviendra. Voilà, ça c'est pour tous les gens qui sont pro RTO. Le fait que la production de logiciels est un acte intellectuel est bien compris, ainsi que la connaissance inévitable qu'il existe jusqu'à des ordres de grandeur de variation de productivité entre les praticiens. On constate une corrélation substantielle, mais loin d'être complète, entre le niveau des études scientifiques des nouvelles recrues et le fait qu'elles aient réussi à passer les critères d'embauche. Pas mal ça, Pas de travailleurs du savoir ni de valorisation des compétences, tout ceci n'a aucune valeur. On n'attend pas que les candidats soient des bouteilles remplies. Ils doivent être des feux allumés. J'adore cette expression. Comme disait Albert Einstein. Je sais pas si c'est apocryphe, mais en tout cas, j'adore cette expression. On veut pas de bouteilles remplies ou de bouteilles vides. On veut être des feux allumés. Moi, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'il y a une conf que je ferai, je réutiliserai ça, sur les gens qui en ont quelque chose à foutre. Voilà. Littéralement, c'est ce que je disais chez CapG notamment. Moi, je cherche les gens qui en ont quelque chose à foutre. Et les gens qui en ont rien à foutre, juste qu'ils me laissent tranquille. Et qu'ils nous laissent tranquilles. Les entreprises préfèrent ne pas remplir les besoins que d'abaisser la barre. Le résultat est que les sociétés de la Silicon Valley manquent de développeurs de manière chronique. Je pense que c'est pas arrangé non plus avec les histoires de H1B et de Trump, etc. Mais effectivement, chroniquement, il manque de développeurs. Google, à ce moment, a 6000 postes non pourvus. Juillet 2025. Mais bon, il y en a beaucoup. Malgré l'abondance de candidats, Google n'ajuste pas ses critères de recrutement au marché. Mantofacturing suppose que le talent est la source de la prospérité. C'est la raison pour laquelle Steve Jobs disait que sa responsabilité numéro 1 était le recrutement. J'ai été confronté en Europe au besoin d'expliquer pourquoi j'appliquais Mantofacturing dans l'organisation pour laquelle je travaillais. À la limite, on peut le comprendre.
La culture générale, comme presque toujours en Europe, était de manière caricaturale manufacturière. On m'a dit qu'on ne pourrait jamais offrir des carrières aux gens que je recrutais, après avoir analysé personnellement 5000 CV par an. Il fallait recruter du talent, mais en petit nombre, à destination de postes de management, le pire truc à faire, et recruter de petites mains pour exécuter. Ce point de vue en dit long. Il présuppose qu'on opère nécessairement dans un monde à caractère manufacturier. On ne peut pas offrir des salaires à la hauteur de la contribution des praticiens en les laissant être les penseurs-faiseurs. Il va y avoir une inversion des priorités. On ne peut pas offrir des salaires à la hauteur de la contribution des praticiens. Pourquoi on peut pas offrir des salaires à la hauteur de la contribution des praticiens? C'est pas un choix, hein. Enfin, du moins, on va dire c'est un choix systémique. On ne veut pas avoir d'argent. À partir du moment où on ne veut pas avoir d'argent, on ne peut pas offrir des salaires à la hauteur de la contribution des praticiens. Et ils font quoi, les praticiens? Ils se barrent chez les GAFAM. Ça a été le cas pendant très longtemps. Moi, je vous donne une anecdote. Là, pour le coup, c'est une vraie conversation que j'ai eue avec... ça va être mon responsable de niveau quand j'étais en licence d'informatique jadis. Il m'a dit, clairement, c'était en fin d'année de licence, il m'a dit, là, Stéphane, faut que tu fasses un choix. Soit tu continues vers la maîtrise, le master, etc. et tous ces trucs-là. Soit, honnêtement, dégage aux États-Unis. C'était en 2000-2001. Voilà. Je suis resté en France pour whatever reason. Je sais pas. Si j'avais été aux États-Unis, j'aurais eu une autre vie, je pense. Il passe freelance sinon. Ouais, mais tu vois, par exemple, freelance, c'est intéressant ça parce que passer freelance en 1990 ou même en 2000, etc. ou en 2010, c'est pas aussi facile que maintenant. Maintenant, on a plein de facilités, modes d'organisation, même les modes fiscaux, etc. Je prends en France, mais ça doit être le cas dans d'autres pays. Il n'y a pas toutes les facilités qu'il y a maintenant. Là, je vais sur Portail Auto-Entrepreneur, je peux créer mon entreprise en un quart d'heure, je peux recevoir mon SIRET, je l'avais dit, dans la demi-journée ou la journée, et bim bam boum, je peux commencer à facturer le lendemain, quoi. C'est important, ça. C'est important parce que c'était pas le cas avant, et donc ça fait peur. Il y avait énormément de frictions. Le fait qu'on ait levé ces frictions, ça permet d'avoir cette soupape. Mais effectivement, maintenant, il y a de plus en plus de gens, et moi, je trouve ça, bien évidemment, je suis devenu freelance, donc je vais dire ça, mais c'est une excellente chose que les gens passent freelance. Et je dis pas ça parce que ça va pas me faire des concurrents ou quoi que ce soit. C'est une excellente chose parce que ça permet de réintroduire ça, le fait de dire on ne peut pas offrir les salaires à la hauteur de la contribution des praticiens. Parce que là, maintenant, vous allez payer une prestation, ça sera pas dans votre masse salariale. La masse salariale, c'est un vrai problème. Je dis pas qu'il faut adopter les pratiques des États-Unis, mais moi, par exemple, ma dernière entreprise, je l'ai quitté littéralement en 2 semaines. J'ai fait un préavis de 2 semaines. Voilà, je me suis organisé comme ça, c'était une boîte en France, etc. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est vachement plus sain de se dire, ok, voilà, c'est fini, on passe à autre chose, bim bam boum, plutôt que de faire traîner. Après, je sais que il y a d'autres sujets, il y a des sujets de chômage, d'indemnisation, de précarité, de licenciement économique, etc. Mais à un moment donné, je pense, désolé, ça va être mon moment, faut peut-être se poser la question de est-ce qu'on veut une spirale qui soit descendante, un cercle vicieux qui fait que il y a moins en moins de pognon, donc on a moins en moins de salaire à offrir. Et donc, ça se casse la gueule. Ou alors, on est plus dans un truc vertueux où on fait venir les talents et puis on arrive à les garder, quoi. Il n'y a pas que les salaires, mais trouver des gens qui en ont vraiment envie, c'est compliqué. Le freelancing, ça permet de changer facilement si t'es pas bien. Et ça permet aussi aux boîtes de dire, ça se passe pas bien avec toi et puis je te dégage, hein. Enfin, je veux dire, les contrats, j'ai commencé à en voir quelques-uns des contrats, ils sont clairs. On contractualise la chose plutôt qu'effectivement de s'enfermer. Là, désolé, c'est mon moment, que de s'enfermer dans la cage dorée du CDI. Et je ne dis pas qu'il faut mettre un terme au CDI. Je dis que, à un moment donné, on a les conséquences des choix qu'on fait. Ma réponse a toujours été que sans talent, on perd les batailles. Alors qu'avec le talent, on crée de la prospérité et que cette prospérité crée les opportunités. Et j'ai même envie de dire, la prospérité est des entrées fiscales. Et ça devrait intéresser pas mal de gens, surtout en ce moment où on se pose des questions de comment qu'on fait pour boucler un budget, qu'on a 3400 milliards de dettes, etc. S'il n'y a pas de prospérité, le gâteau, il rétrécit, il grandit pas. L'avenir m'a donné raison, mais à vrai dire, je n'étais pas complètement sincère dans le sens que je savais que la seule manière d'être plus récompensé dans une culture manufacturière est de renoncer à être un penseur-faiseur. C'est ça qui est dramatique. Mais ce que je disais n'était toutefois pas faux, même si cela menait une très mauvaise stratégie coupant inéluctablement les gens aptes du rôle où ils auraient le plus d'impact. Comment fait la Silicon Valley pour récompenser le talent des penseurs-faiseurs? Je vois fréquemment sur les réseaux sociaux professionnels francophones la question de la rémunération des développeurs. On cite des chiffres, les commentaires sont incrédules. Cette question est facile à trancher. Il suffit de consulter le site glassdoor.com. On y trouve toutes les informations nécessaires. Voici 2 fourchettes chez Google qui est réputé récompenser ses ingénieurs notablement moins que Meta. Le titre de Senior Staff Software Engineer a une paie médiane de $736 000. Salaire plus don d'action. Ça, c'est important, l'equity. Parce qu'après, l'equity, ça fait du capital que vous pouvez utiliser pour monter des boîtes ou tout simplement prendre votre retraite. Enfin, c'est extrêmement important. Vous ne deviendrez pas riche uniquement avec du salaire. En bas de l'échelle, la paie médiane des simples software engineers était $280 000. Si vous en avez la curiosité, vous pouvez aller voir les mêmes catégories chez Meta.
Il est de notoriété publique que les développeurs les mieux payés totalisent plus d'$1 million par an. Ils se comptent par centaines. Et je crois que c'était même encore pire. Ils ne le citent pas, je crois, parce que c'était à ce moment-là à peu près. Mais sur les histoires d'IA, Meta, ils ont carrément lâché... c'était des millions de dollars. Je me demande si c'était pas des dizaines de millions de dollars. Mais bon, on est sur des montants qui sont délirants. On parle de salaire, on parle même plus d'equity, là. Dans ces conditions-là, il n'y a pas lieu, comme dans le manufacturing, de se retenir de recruter des gens de talent pour chercher de manière paresseuse une majorité d'exécutants. Au contraire, on recrute tous ceux qu'on peut trouver sans limite. La prospérité est utilisée pour récompenser les penseurs-faiseurs. Et ça répond à une de mes questions, qui était comment ces boîtes-là ont pu grossir. Que vous avez probablement entendu parler du fait que Amazon a mis super longtemps, enfin plus d'une dizaine d'années avant de dépasser son break-even, donc d'être rentable. Voilà, ça joue pas à Candy Crush l'après-midi, exactement. C'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui savent qu'ils peuvent être virés donc en 2 semaines assez facilement. Mais c'est surtout des gens qui en ont, comme tu le disais très justement, Anthony, quelque chose à foutre. C'est ça le truc. Des gens qui en ont quelque chose à foutre, qui sont motivés, qui se forment, donc qui sont talentueux. J'aime pas trop l'esprit de le mot de talent parce que on a l'impression que c'est des génies. Mais c'est pas des génies. Alors il y en a certains qui sont probablement géniaux, c'est pas ça la question. Mais je pense que c'est surtout des gens qui en ont suffisamment quelque chose à foutre, qui ils travaillent quoi. Ils apprennent, ils font de la veille technique, ils vont innover. Un mec de chez Google qui a créé, je sais pas, Angular quoi. À un moment donné, il en avait marre de faire du jQuery, il a dit je vais faire un autre truc, puis il a fait Angular. Exemple-là parmi tant d'autres. Et j'imagine que React chez Facebook, ça vient du même truc. C'est des gens qui en ont quelque chose à foutre et qui disent on a un problème, on va le résoudre, on va créer un truc pour le résoudre. L'interprétation vague de ceci en Europe est au mieux cynique, au pire hypocrite. Sachant que très vite, dès qu'on parle salaire américain en Europe, on commence à te dire oui, mais le coût de la vie, oui, mais le coût de la santé, oui, mais si tu as un cancer, tu vas mourir dans la rue, etc. Bien évidemment, tout ça est totalement faux. Il y a des cas à la marge, il y a des cas problématiques. On n'est pas obligé de faire comme aux États-Unis. Nous avons des développeurs incapables d'encadrer des gens. Pour les conserver, nous devons créer une filiale technique où ceux qui ne peuvent pas être managers vont trouver un chemin pour être graduellement mieux récompensés. C'est une distorsion complète de la réalité comme on vient de le voir. La pyramide des salaires mentofacturières ne reflète pas nécessairement la pyramide managériale. Et quand on dispose d'un penseur-faiseur, donc pour reprendre ce terme-là, on fait tout au contraire pour qu'il s'exprime au mieux et continue d'être toujours mieux récompensé en fonction de sa contribution. Il y a cette espèce de terme, je sais qu'on imite très souvent les États-Unis, je pense en Europe, mais en particulier en France dans la tech, on essaye d'imiter les voilà, donc c'est pour ça qu'on retrouve les CTO, les machins. On utilise les termes en anglais directement, mais voilà, comme on disait plus haut, il n'y a pas de CTO en fait dans ces boîtes-là. Probablement qu'il y en a depuis, mais c'est pas la question. En tout cas, ils sont VP engineering, etc. On parle de leader technique, etc. Mais le fait qu'on singe, et c'est ça qui me gave en fait la plupart du temps, le fait qu'on essaye de singer les États-Unis en pervertissant ce qui en vient, déjà ça me gonfle, mais ça me rend triste en vrai. Et oui, c'est ça. Il y a 10 ans, la seule manière de progresser était de passer manager ou archi, ce qui déjà était un problème. Et il y a 10-15 ans, on devait mettre un costard cravate quand on faisait du dev. Et c'est vrai que quand on est arrivé avec nos hoodies dans les entreprises, ça a été bizarrement vu. Et j'aime beaucoup justement le fait que Quentin Adam challenge ça maintenant en disant on a le droit de faire de notre manière et donc si on veut s'élever à un moment donné, il faut mettre le costard cravate parce que l'écosystème français dans lequel on évolue, c'est un écosystème de costard cravate. Donc lui, il a décidé de s'adapter, on va dire de rentrer dans le moule d'une certaine manière afin de pouvoir le subvertir de l'intérieur. Ce que dit très justement, je trouve, cet article-là, c'est que changer carrément de manière de penser et avoir des mots qui nous permettent de penser cette manière de fonctionner et les sous-jacents philosophiques, j'ai envie de dire, qui sont en dessous, c'est plus important. L'habit fait le moine, encore et toujours, ouais, en particulier en France. On se demande pourquoi. Et donc cette espèce de mode, je finis là-dessus, de ce singeage type staff engineer, ce genre de choses. Moi, je reste dubitatif, quoi. Est-ce que c'est le signe que on imite pour après intégrer culturellement? Peut-être. Est-ce qu'on imite pour pervertir, comme on l'a fait avec les méthodes agiles? C'est pas encore assez tapé sur les méthodes agiles. Il y a aussi de ça. Est-ce qu'on arrivera à trouver notre voie à nous à un moment donné? Français, européens, ce que vous voulez, mais j'aimerais bien et je me bats aussi pour ça. Ce stream est entre autres là pour ça. Les organisations mentofacturières ont éliminé toute forme de jeu politique. Faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus. Le modèle manufacturier implique une adéquation à un rôle et donc la capacité de s'insérer dans un processus. Le processus est premier dans le manufacture. L'employé, lui, est remplaçable. Et oui, Taylorisme, machine, c'est la machine. C'est la chaîne de production qui fait le taf. L'employé, le col blanc qui fait le taf, on s'en fout. Et c'est vrai que j'ai vu passer ça sur Twitter d'ailleurs. Est-ce que les devs sont des cols bleus ou des cols blancs? Ah non, col bleu, je voulais dire pour le Taylorisme.
C'est du verbiage LinkedIn, je suis assez d'accord. Est-ce que les devs sont des cols blancs ou des cols bleus? Les devs sont des cols blancs parce qu'ils sont cadres, mais je pense qu'ils sont cadres surtout pour qu'on leur paye pas d'heures supplémentaires. Mais c'est aussi des cols bleus parce que, dans la manière de fonctionner, tu prends Safe. Safe, c'est la caricature de ça. À aucun moment on parle des devs dans Safe. Il y a beaucoup de managers, mais en vrai on parle jamais de devs. On parle de features, ce genre de choses. Il y a que là-bas que ça parle comme ça. Article LinkedIn après d'un autre côté. Comme le disait très justement Anthony, on joue au jeu pour casser le jeu. Les organisations inspirées du manufacturing poussent inévitablement à utiliser des moyens subreptices pour vivre, surtout dans les postes à responsabilité. Les managers sont poussés dans la corruption morale. Je vais clairement pas dire non. Dans les organisations manufacturières, le talent est premier, le processus est second. Alors oui, c'est vrai. En général, ils ont tendance, et on a cette espèce de réaction par rapport à ça. Le moindre signe de malhonnêteté, de manipulation ou simplement de manœuvre est sanctionné par un licenciement immédiat. On se rappelle Meta qui licenciait des employés de haut calibre pour quelques dollars de fausses déclarations de frais. Oui, alors après il y a les images, etc. Je tempère volontairement ça parce que, on a vu qu'il y a quand même des manœuvres politiques d'une certaine manière. L'ego existe encore, faut pas non plus, on n'est pas dans une méritocratie totale. Dans un cadre comme celui-ci, vous concluez peut-être que la responsabilité managériale est frustrante. Elle implique une responsabilité sans grand contrôle au-delà de travailler la motivation des contributeurs, d'identifier les plus talentueux et de faire grandir tous les penseurs-faiseurs. Cette remarque est généralement vraie, elle explique pourquoi beaucoup de managers décident de redevenir contributeurs individuels. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on voit arriver. Moi, personnellement, j'ai été jusqu'à chef de projet, directeur de projet dans les ERP, donc costard, cravate, etc., des réunions toute la journée. J'ai littéralement pété un câble. Et depuis, je suis en t-shirt, polo quand je suis motivé. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de mettre les mains dans le cambouis. Je suis un permacodeur. Mais, me direz-vous, comment se fait-il que si le talent des penseurs-faiseurs de manufacturing crée la prospérité, des germes n'apparaissent pas en Europe pour convaincre des mérites frappants de cette organisation? Ah oui? Comment ça se fait? J'ai envie de dire que le fait qu'on en parle ce soir est une de ces graines, mais bon, admettons. Pour avoir été un acteur de premier plan de cela, je peux affirmer que la question ignore un problème fondamental. Les organisations à caractère manufacturier et manufacturier sont stables. Elles retournent à leur équilibre après toute perturbation. Intéressant ça, gardez ça en tête. Autrement dit, si on part du principe de la séparation entre penser et faire de manufacturing, il y aura d'abord des obstacles considérables lors du recrutement si on veut imiter manufacturing. Rappelez-vous, culture, eat, strategy at breakfast. Donc, si on veut changer la culture, il faut commencer à faire venir des gens qui vont distiller cette manière de penser manufacturing, mais qui vont aussi tenter de surmonter ça. Vous avez besoin donc de pirates qui vont arriver et qui vont inoculer le virus et qui vont challenger et qui vont dire pourquoi on fait du manufacturing de code, pourquoi on n'est pas des penseurs-faiseurs, pourquoi on est en train de se prendre la tête, pourquoi on nous fait croire qu'on est des cadres et pas des ouvriers, mais qu'on nous traite, on nous infantilise jusqu'à être des ouvriers, on nous infantilise. La première étape, à mon avis, pour de rentrer dans le manufacturing, c'est de penser en adulte, de penser en tant que penseur-faiseur, maître de son destin, de penser et de faire. Je pense que le parallèle est intéressant. Même si ces obstacles sont surmontés, l'organisation s'acharnera à transformer les penseurs-faiseurs en managers, faire des choses. Cela éteint la prospérité et transforme l'organisation en une ferme treilleuse de vaches. C'est pas faux. Et même si l'organisation ne transforme pas les penseurs-faiseurs en managers, les fruits de la prospérité seront attribués aux managers, car la culture générale de l'entreprise consiste à croire que la prospérité a été causée par une séparation entre penser et faire, et penser est le lot des managers, qu'ils y aient contribué ou pas. Là, vous avez 80% des boîtes de France en PLS, des managers. Et oui, parce que les managers ont tracé le sillon, c'est les grands patriarches qui arrivent et qui disent « Oui, on va faire ci, on va faire ça, et puis vous allez vous inscrire là-dedans. Ya. » Et en fait, non. Et là, c'est le drame. Les retombées de la prospérité ne serviront pas à créer les récompenses qu'on constate dans Glassdoor. Malgré la présence d'un germe manufacturier qui démontre ses vertus, l'organisation évacuera cela pour retourner à son équilibre manufacturier stable. Ça, cette phrase-là, elle est géniale. L'organisation évacuera, et j'en parte, cela pour retourner à son équilibre manufacturier stable. Culture, eat, strategy at breakfast. Même si vous êtes au top niveau, que vous vous dites « Merde, là c'est la sauce, on fait de la manufacture, je veux devenir un manufactureur, je veux créer un GAFAM français, ce genre de choses », ça va nécessiter une énergie extraordinaire pour changer la culture. Parce qu'il va falloir éviter que l'organisation, pour tout un tas de raisons, évacue les germes qui permettraient de changer sa culture. Et rappelez-vous, moi je l'ai dit souvent encore, ça va être les phrases à la con ce soir, c'est un poisson, ça pourrit par la tête. Mais même si les penseurs-faiseurs sont recyclés en managers, cela devrait reproduire les principes manufacturiers et vaincre la culture manufacturière. Ce n'est pas le cas, car le talent n'est pas corrélé à l'esprit rebelle.
Moi, je suis rebelle, je suis pas forcément talentueux. Le désir humain de conformité est le plus répandu, surtout si la conformité est vis-à-vis de la culture d'une entreprise. Les nouveaux managers adopteront la culture dominante manufacturière. Comme le disait Steve Jobs, ils ne deviennent pas pirates. Vous comprenez pourquoi cet article, je l'aime bien? Ils rejoignent la Navy. Ils deviennent corsaires. Donc là aussi, il n'y aura pas de conversion. J'ai référence à quelqu'un qui me disait « Stéphane, tu es pirate, mais il faut que tu apprennes à devenir corsaire ». Cette phrase-là, elle fait partie des choses qui, du coup, me radicalisent encore davantage de ce point de vue-là. Est-ce qu'on veut vraiment rejoindre la Navy? Est-ce qu'on veut obéir à Donald Trump ou est-ce qu'on veut changer la culture? Convertir, c'est comme disait wolo. Non, mais tu comprends, les techs, ils savent pas parler aux gens, on va leur faire des tickets. Oui, bien sûr, ça te chauffe. Et j'espère que ça vous chauffe, hein. Et je pense que dans le milieu de la tech, où il y a, allez, je vais le dire comme ça, on est plus ou moins sur le spectre, sur les spectres, voilà, on va dire c'est d'humeur générale. C'est pas facile. C'est un milieu où il y a pas mal d'introvertis, on a plutôt tendance à vouloir être tranquille dans notre moniteur, Termux, etc. Eh oui. De la même manière, l'organisation manufacturière est très stable. Si on introduit une séparation entre pensée et faire dans une sous-organisation, donc pour les GAFAM, voilà, d'une manière générale, le talent penseur-faiseur fuira celle-ci. Il dira non, là ça commence à être la sauce là. Les managers seront dégradés, redeviendront penseurs-faiseurs eux-mêmes et le resteront s'ils sont compétents ou seront poussés dehors par l'organisation manufacturière s'ils ne le sont pas. C'était le cas à l'époque, en tout cas des Jobs et compagnie. C'était des gens qui littéralement pétaient des câbles. Il y a je vois beaucoup passer de trucs vis-à-vis des dernières mises à jour d'Apple où les gens ils disent si Jobs y voyait ça, il licencierait tout un tas de gens. Et oui, bien sûr. Je m'en fous en fait d'Apple d'une manière générale, mais je vois effectivement ces mouvements-là et je me dis ouais, Satya Nadella là chez Google, il est quand même pas mal challengé quoi. Et oui, c'est la culture. Est-ce que vous avez une culture manufacturière ou est-ce que vous avez une culture manufacturière? Pendant un certain temps, l'organisme, parce que là en fait on est en train de parler d'organismes qui sont attaqués par des virus qui vont peut-être les changer. Rappelle que on a un système immunitaire qui est ce qu'il est grâce aux virus, grâce aux bactéries, grâce tout ce que vous avez dans le bide qui détermine tout un tas de choses dans votre corps. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il a fallu qu'il y ait des trucs nouveaux qui arrivent, qui chassent les trucs avant, sélection naturelle, tout ça, pour que ça se change. Et comme il y a ces espèces d'optimums locaux, côté manufacturier et côté manufacturier, qui font que ça tient, jusqu'au moment où c'est tellement la sauce que, pouf, on change d'optimum local, on change de culture. L'organisation manufacturière peut devenir manufacturière, et à l'inverse, la manufacturière peut devenir manufacturière. Et je pense qu'il y a des boîtes comme ça qui étaient... qui vous disent Google a changé, Apple a changé, etc. C'est comme le bateau de Thésée, au bout d'un moment, à force de changer un élément, est-ce que vous avez encore le bateau de Thésée? Est-ce que l'organisation manufacturière telle qu'elle est déclinée par la Silicon Valley est dénuée de faiblesse? Certainement pas. Elle peut être améliorée sur bien des points. En particulier, la Silicon Valley a instauré une culture du gentillet. Le désaccord ne peut être que mou. La densité de talent est telle qu'un pacte de non-agression a implicitement été mis en place pour éviter les surchauffes dans les interactions, notamment dans les interactions sociales. Or, on ne peut innover que si on est iconoclaste, littéralement briseur d'icônes, la bienveillance. Et surtout le pas de vague. Briser est une action violente. J'adore le terme d'iconoclaste, normal. Donc, on ne peut créer qu'avec une approche comme celle de Steve Jobs sans s'embarrasser d'une culture gentillette. C'est certainement là qu'il faut travailler pour émerger, mais cela passe par adopter les principes manufacturiers d'abord. Je pense que c'est à challenger parce que là aussi, on ne peut pas casser pour casser, il faut casser... c'est la destruction créative. Voilà, je cite du Schumpeter après avoir cité du Adam Smith. L'introduction à l'art de l'épinglier de Réaumur rédigée par Henri-Louis Duhamel du Monceau date de 1761. C'est la source qui a inspiré la division du travail Adam Smith. Il n'est pas encore trop tard pour commencer à s'en distancer. J'aime beaucoup cet article. Voilà, je voulais pas spécialement faire trop long. Un grand merci à Vincent Lextrait pour ça. C'est plein de nuggets de sagesse, je trouve. Mais en tout cas, c'est un point de vue intéressant que nous, on n'a pas forcément, on va dire, en France, en Europe, etc., sur la manière dont ça fonctionne. Parce que nous sommes le produit de notre environnement. Nous n'avons connu que ça. Donc comme nous n'avons connu que la manufacture et patriarcat gentil en France, en particulier en France, qui a été un empire colonial, etc. Donc je pense que c'est littéralement dans nos gènes, cette manière de fonctionner là. D'avoir un agent étranger, et comme d'autres, parce que là, bien évidemment, comme je disais, on parle US, mais on n'a pas parlé de la Chine ou de Hong Kong ou d'autres endroits comme ça, le Japon notamment, la Corée du Sud ou d'autres, ou l'Afrique, parce qu'il y a un écosystème tech en Afrique qui bouge pas mal, et ça c'est excellent. Mais je trouve que c'est très très intéressant, parce que ça nous gratte sur tout un tas de choses. Et il faut à un moment donné, il faut dire les choses. Ils ont réussi à émettre une domination. Alors, bien évidemment, ils ont été aidés par le gouvernement américain, c'est jamais vraiment franc jeu, etc. Mais il n'empêche. Ils ont réussi, entre autres, parce que cette manière de penser de manufacturing a été une des clés d'accélération
de la Silicon Valley. Et on le voit encore aujourd'hui. Donc j'espère que ce genre d'article sera complémenté par d'autres articles. J'espère que ça inocule un virus. J'espère que nous, collectivement, on est capable de diffuser un petit peu cette manière de faire. Je suis un pirate, je continuerai de pirater, je continuerai de me poser la question de comment on peut arriver à faire changer les choses, les pratiques, etc. Est-ce que je ferai du manufacturing? J'en sais rien. C'est un peu comme la prose sans le savoir. Je pense que c'est surtout ça. Si ça se passe bien, et encore une fois, on a le droit de faire en sorte que ça se passe bien. Si vous sentez que ça se passe bien, je pense que vous avez atteint un optimum local agréable, qu'il est bon de défendre. Et de défendre justement contre toute tentative, quelle qu'elle soit, top-down, bottom-up, latéral, ce que vous voulez, de perturber cet optimum local pour whatever reason. Sinon, je vais faire un comparo avec autre chose, avec la Commune de Paris dont on ne parle pas assez. Il faut être à la fois capable de prendre les choses en main et être capable de les défendre jusqu'au bout. C'est ça, je pense, la leçon du manufacturing. Voilà, donc si vous aimez ce genre de commentaires, n'hésitez pas, abonnez-vous. Donc vidéo YouTube où je monte ce genre de vidéos de commentaires d'articles, ou vous pouvez me rejoindre en stream pour faire de la tech en live de 20h à 22h, 2-3 fois par semaine. Activez les cloches parce que c'est un peu irrégulier. J'essaierai de faire en sorte que ça se passe mieux dans le turfu, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Voilà, un grand merci à vous et à la prochaine.